En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, notre nouveau rendez-vous chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Ce dimanche, j'ai le plaisir de recevoir Michel Onfray. Il nous parlera du nouveau numéro de sa revue Front Populaire, numéro consacré au bilan du président de la République et intitulé « Macron, droit d'inventaire ». Michel Onfray est philosophe, mais à sa manière, il fait aussi de la politique, à tel point que durant ce quinquennat, il a été, selon moi, le meilleur opposant d'Emmanuel Macron. Quel est le bilan du président de la République? A-t-il restauré la fonction présidentielle, remis la France en marche, réconcilié les Français avec leur classe dirigeante? Quel contre-modèle lui opposer et proposer? Les réponses de Michel Onfray, en toute vérité. Michel Onfray, bonjour. Votre revue Front Populaire, que vous avez lancée il y a maintenant 1 an, continue de connaître un vrai succès. Le dernier numéro entend faire le droit d'inventaire du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors c'est un véritable travail de décryptage auquel ont participé pas moins de 26 intellectuels, journalistes, personnalités engagées. Mais on ne va pas se le cacher, c'est aussi une revue d'opposition. C'est un bilan à charge que vous faites d'Emmanuel Macron. Alors pour commencer, j'ai quand même envie de vous demander si vous trouvez malgré tout des qualités au président de la République et si vous trouvez, vous arrivez à isoler une bonne mesure malgré tout durant ce quinquennat. Non. Non, il faudrait que je cherche. J'aurais vraiment quelque chose qui me vienne tout de suite à l'esprit. Je vous le dirai. Je vous dirai, ah oui, si, ça c'est quand même important. Je suis obligé de chercher, vous vous rendez compte? Je suis obligé de me dire, bon, tâchant d'être honnête, qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire, qui ceci ou qui cela, etc. Je crois que de toute façon, dans la mesure où Macron dit une chose et toujours son contraire, c'est la fameuse théorie du en même temps, je ne peux pas trouver quelque chose dont je puisse dire que j'en aurais été content, puisqu'il aurait probablement, dans les 48 heures, fait savoir qu'il allait faire très exactement l'inverse. Merci Michel Onfray. Justement, dans ce numéro, vous republiez un texte polémique que vous aviez publié en 2018 après la visite d'Emmanuel Macron sur l'île de Saint-Marin. Vous lui aviez envoyé une lettre pour l'interroger à propos du jeune homme qui avait posé à ses côtés en lui faisant un doigt d'honneur. Dans ce texte, vous expliquiez que ce doigt d'honneur était en quelque sorte un doigt d'honneur adressé à la France et aux Français. C'est un texte qui, dans le milieu journalistique, avait indigné un certain nombre de mes collègues. Alors, je ferai pas, moi, l'effaroucher, parce que c'est une tradition française, les textes un peu pamphlétaires, depuis Voltaire. Égratigner le souverain est une vieille tradition française. Mais tout de même, je vous connais un peu. Vous allez là, au-delà de l'attaque politique sur le fond, vous êtes dans une forme d'attaque personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous, malgré tout, une sorte de détestation de l'idéologie d'Emmanuel Macron, de sa politique, mais aussi de sa personne? Non, pas de sa personne. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont fait les effarouchés et qui, bien sûr, n'ont pas voulu voir ce que je racontais. Aujourd'hui, l'humour, c'est le ricanement de France Inter. Donc, en dehors du ricanement de gauche, si on a un ricanement libertaire ou un rire libertaire, alors ça s'appelle pas du rire, ça s'appelle de l'homophobie. Je suis désolé, le registre du doigt d'honneur, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je rappelle quand même une chose que les gens ont bien oublié, c'est que tout le monde a vu cette photo d'Emmanuel Macron avec 2 garçons superbement musclés qui étaient torse nu et qui l'enlaçaient, et les 2 garçons faisaient un doigt d'honneur, que un certain nombre de gens ont été quand même outrés de ce doigt d'honneur. Et donc, l'Élysée aurait très bien pu faire savoir que, bon, c'était non pas une photo volée, mais que le président regardait l'objectif, qu'il n'a pas vu les mains de ces garçons, et que Ce qui est possible. mais bien sûr, il se désolidarise de cette image qui n'est pas bonne pour la France, qui n'est pas bonne même pour lui-même, ou pour les Français. Et pas du tout. C'est-à-dire que la cellule de l'Élysée a communiqué en disant, mais le Front National avait fait, le Rassemblement National avait fait savoir qu'on n'allait pas dans ces quartiers-là. Il est allé dans ces quartiers, et ce doigt d'honneur est destiné aux électeurs du Rassemblement National. Donc, ça insultait une partie des Français. Absolument. Et c'est à partir de ça que j'ai décidé de faire ce texte, c'est-à-dire de filer la métaphore. C'est pas moi qui ai choisi le doigt d'honneur.
Donc évidemment, les gens ont dit: «Ah bah, évidemment, c'est un texte homophobe». D'abord, j'ouvre une parenthèse pour dire que les homosexuels n'ont pas le monopole de la sodomisation. Si vraiment il faut faire un peu d'histoire de la sexualité, je ne vois pas pourquoi la sodomisation, ce serait obligatoirement, une affaire, d'homosexuels. C'est une pratique sexuelle qui concerne aussi bien les homos que les hétéros, que les bisexuels, et je ne vois pas pourquoi si, enfin, je vois bien pourquoi, pour des raisons polémiques. On a voulu faire de ce texte-là un texte homophobe. Bon. Je ne suis pas contre le mariage homosexuel, je ne suis pas contre l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, je suis contre la gestation pour autrui, ça c'est sûr, mais c'est tout à fait autre chose. Mais on a voulu en faire un texte polémique dans lequel j'aurais été scatologique, grossier, vulgaire. C'est drôle. Vous savez, cette histoire que tout le monde connaît, le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. Pour le coup, c'était vraiment le doigt qu'on a regardé, et on n'a pas regardé la lune étant effectivement le comportement de ce président de la République, qui était un comportement indigne, et surtout, j'ai filé la métaphore des 5 doigts. En disant: ah mais si c'est le doigt qu'il faut regarder, alors il y a ce doigt-là, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire, etc. Et à chaque fois, j'ai donné une affaire concernant... Il y a l'affaire Benalla, notamment. Il y a l'affaire Benalla, à cette époque-là. Et puis il y avait cette idée que de l'argent s'était évaporé, de l'argent qu'Emmanuel Macron avait touché, beaucoup d'argent, s'était évaporé entre le moment où il avait déclaré qu'il était candidat et puis le moment où il était devenu président de la République. Et il avait fait savoir que quiconque parlerait de ça, eh bien, il porterait plainte contre... Oui, pour être même plus précis, vous faites référence au fait que à Bercy, il avait fait des réunions avec des grands donateurs, notamment en étant ministre, quoi, en profitant de tout ça. Hein, je vous assure, il y avait 5 doigts. Donc, et j'avais dit, puisqu'il avait dit qu'il poursuivrait en justice quiconque ferait référence à cette histoire, je fais référence à cette histoire. Il vous a pas poursuivi donc en justice, que bien sûr il n'a pas fait. Il l'a pas fait. Après, le président de la République, c'est plutôt à son honneur de ne pas poursuivre en justice. Oui, mais enfin, dans ces cas-là, on ne dit pas ça. On ne dit pas. Parce que ça, c'est tout Macron. On ne fait pas le kéké en disant quiconque va parler de cette affaire, je le poursuivrai en justice en faisant des gros yeux, et de dire ah ben moi j'en parle, et de faire comme si on n'avait pas vu, pas entendu, etc. Oublions cette histoire. Non, parce que c'est important. Si vous dites qu'effectivement, je le reprends, ce texte. De fait, j'aurais pu baisser les bras en disant bon, il a été mal compris, je me suis fait beaucoup attaquer, donc je ne sors pas ce texte. Pas du tout, au contraire. Je dis ressortons-le. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Ce sont les amis de Front Populaire qui m'ont dit ce serait peut-être bien si ceci, si cela. Mais je dis allez-y, bien sûr, on peut faire ça. Et j'assume absolument l'humour, l'ironie. La scatologie n'est pas de mon choix, ce n'est pas mon registre, c'était son registre à lui. Le doigt d'honneur, c'était son registre, c'était pas le mien. Et je trouve étonnant qu'on puisse me reprocher à moi ce qu'on lui reproche pas à lui. Et de fait, il y a une dame là récemment qui était en train de faire une enquête pour faire un livre sur moi et qui a vu aussi bien mon éditeur que quelqu'un qui fut un temps mon agent et qui faisait la Vierge effarouchée en disant que ça, tout de même, c'était une tâche dans mon trajet, etc. Pas du tout, c'est pas une tâche du tout, ça s'appelle, vous avez raison et je vous en remercie, mais de dire un texte voltairien, rabelaisien, gaulois, enfin dans l'esprit français, quoi. Non, mais moi je vous faisais pas du tout ce procès, ni un procès en homophobie, ni je ne jouais pas l'effarouché, mais quand je disais qu'il y avait peut-être une forme de détestation personnelle, sans vouloir... Non. Alors je sais que vous êtes hostile à Freud et sans vouloir faire de psychologie de bazar, je trouve que Macron et vous, il y a des points communs dans le parcours. Tous les deux, vous avez grandi en province. Alors Macron est originaire d'Amiens dans la Somme, tandis que vous êtes d'Argentan dans l'Orne en Normandie. Et vous êtes l'homme qui est resté fidèle à vos origines, à la province, tandis qu'Emmanuel Macron semble avoir renié peut-être cette partie-là de lui-même à tel point qu'il est identifié à une forme de parisianisme et parfois accusé par une partie des Français de mépriser la province. Est-ce que c'est ce mépris-là, peut-être que vous méprisez particulièrement chez lui? Ah non, moi je ne méprise pas le personnage. Je dis simplement aux gens qui là je parle pas pour vous, mais dire qu'ils n'ont pas de mémoire, que si vraiment ils veulent aller chercher dans les archives, j'étais pareil avec Hollande, j'étais pareil avec Sarkozy, j'étais pareil avec Chirac. Donc je me trompe, il n'y a pas de... Non, mais et même la même chose avec Mitterrand. C'est-à-dire j'avais fait un papier au moment où Mitterrand passe la main à Chirac en disant c'est blanc bonnet blanc. Qui le disait à l'époque? On avait le brave monsieur de gauche et puis le pauvre type de droite, etc. Je disais non, mais pas du tout. Moi, je souscris pas du tout à ça. Ce sont deux personnages que je tiens en piètre estime. Après ça, moi, j'ai pas de relation personnelle avec Emmanuel Macron. Je vous assure que le jour où il quitte le pouvoir, et le plus tôt serait le mieux, je n'écrirai plus contre lui. Parce que c'est mais sur la question du mépris de classe, est-ce que c'est quelque chose que vous lui reprochez? Je lui reproche sa grossièreté, son obscénité, sa vulgarité. C'est ça. C'est-à-dire que
Je lui reproche de dire aux pauvres traversez la rue, vous allez trouver un boulot si vous le voulez. Vous n'avez qu'à vous payer si vous voulez un beau costard, vous n'avez qu'à travailler. Il y a les gens qui ont, et donc des gens qui sont, les autres qui ne sont rien, etc. etc. Il y a un mépris qui est terrible. Il n'y avait même pas ça chez les précédents. C'est Donc, ça. oui, donc là pour le coup, c'est pas une détestation personnelle, c'est le chef de l'État. Quand le chef de l'État quand il ne sera plus chef de l'État, moi je n'écris rien contre lui. Hein. Merci Michel Onfray. Vous restez avec nous sur Sud Radio dans En toute vérité. On se retrouve après une courte pause. On reviendra sur une loi votée en 2020 par La République En Marche qui est passée pratiquement inaperçue et qui vous a particulièrement révolté, Michel Onfray. À tout de suite dans En toute vérité avec Michel Onfray. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans En toute vérité avec Michel Onfray pour faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Michel Onfray, le nouveau numéro de votre revue Front Populaire s'intitule Macron, droit d'inventaire. On rappelle que c'est un travail collectif avec de multiples personnalités. Alors tous font un peu le bilan d'Emmanuel Macron en retenant un point précis qui les a souvent dérangés dans le mandat d'Emmanuel Macron. Vous retenez une mesure assez inattendue. Vous connaissant, je pensais que vous alliez parler, je ne sais pas, de l'Europe, de sa volonté de changer le système social. Et en fait, vous retenez une loi votée à l'Assemblée nationale qui est passée presque inaperçue et pour cause, puisqu'elle a été votée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020. Cette mesure étendait l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, vous dites l'avortement, jusqu'aux limites de l'accouchement pour motif de détresse psychosociale. Et vous y voyez un sacrifice des enfants sur l'autel du confort psychique et social, et tout simplement même une barbarie. Oui, parce que, alors évidemment, Gérard Miller, psychanalyste chez Michel Drucker et son épouse du moment, sa jeune compagne, là, ont fait un papier dans l'Obs pour expliquer que j'étais contre l'avortement, que c'était bien la preuve que j'étais passé du côté de l'extrême droite et que, en gros, entre le docteur Mengele et moi, il n'y avait plus que l'épaisseur d'un papier de cigarette. Et donc, tout ça circule sur le net. Non, j'ai quand même dit ces choses-là très précisément parce que quand j'ai découvert cette information, je ne l'ai pas cru. J'ai cru que je ne comprenais pas ce que je disais. On rappelle, parce que j'ai peut-être été un peu confus, c'est la possibilité de mettre un terme à la grossesse jusqu'au terme, jusqu'au 9e mois. Voilà, pour des raisons psychosociales. Donc, c'est quoi la raison psychosociale ? Vous avez un psychologue et vous avez un sociologue, la plupart du temps des psychologues de gauche et un sociologue de gauche assez probablement, qui vont vous expliquer que une femme enceinte qui n'a plus le projet de cet enfant n'a plus besoin de cet enfant. En gros, un enfant, c'est un projet, c'est pas un être humain. Et comme les projets, aujourd'hui, on peut en changer. Après tout, on avait un projet hier, aujourd'hui, on en a un autre. Le lendemain, on a un autre projet. Il se peut même que ce soit le projet d'avant-hier. Et puis voilà. Et je me suis dit, mais c'est quand même sidérant, cette façon de dire on peut tuer un enfant dans le ventre de sa mère. 2 jours plus tard, il naît, il est vivant et il mène sa vie. Avec des députés qui nous disent tous, qui nous disent qu'ils sont d'accord. J'entends par là les députés de La République En Marche, les députés du Parti Socialiste, les députés du Parti Communiste, les députés de la France Insoumise. Je rappelle quand même que ce sont ces gens-là. L'écologie, les Verts, je crois aussi. Oui, c'est ça, les écologistes, vous avez raison. J'ai vérifié parce que je n'en croyais pas mes yeux. J'en ai parlé à un ami chirurgien qui m'a dit « Non, je crois que tu te trompes, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. » J'ai dit « Écoute, vérifie, tu verras. » Le lendemain matin... Alors, pardon, je vous coupe tout de même une précision. C'est une loi qui... ça doit être fait dans un cadre médical avec... je crois qu'il faut que la décision de plusieurs médecins pour procéder à ce type de... Oui. Non, mais c'est simplement pour que les auditeurs aient toutes les informations. Oui. Mais je vous laisse... non, voilà. Mais ça, après, vous faites un petit pool avec des copains qui sont d'accord avec vous, et puis le psychosocial, c'est vite réglé. Vous savez comment ça se passe. Si vous imaginez l'hôpital d'Argentan, et vous avez 3 copains qui sont des fervents défenseurs de cette thèse-là, ça suffira bien, vous passez devant ces gens-là, et puis on coche la bonne case, et voilà. Et le lendemain matin, il me dit, j'ai appelé un copain médecin qui a validé qu'effectivement tu avais raison, et il me dit, j'ai posé la question, mais ça se passe comment ? Il me dit, on fait une piqûre d'un produit létal dans le cordon ombilical de l'enfant, qui meurt dans le ventre de la mère. Il y a donc un accouchement d'un enfant mort-né. Ce n'est donc pas un avortement à proprement parler, alors qu'on a tué cet enfant, et on se débarrasse de cet enfant. Quiconque a vu un bébé à la maternité se dit, c'est cet enfant qu'on découpe en morceaux et qu'on met dans une poubelle.
Je me dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est acceptable? Aujourd'hui, on a des préservatifs dans les distributeurs, dans les gares ou partout, dans la rue. On a la possibilité d'avoir une contraception qui est libre, gratuite, remboursée si éventuellement, etc., etc. Vous avez même la possibilité de la pilule du lendemain. Donc, je ne suis pas un opposant à l'avortement, mais je dis, on devrait quand même pouvoir éviter les avortements. Beaucoup. À quand 9 même. mois surtout. Alors d'une part, et ensuite, ne pas imaginer que pour des raisons de détresse psychosociale, on puisse en finir avec un enfant. Là, pour le coup, on n'est plus dans le spermatozoïde et l'ovule, on n'est plus dans l'œuf, on n'est plus dans l'embryon, on n'est plus dans le fœtus, on est dans l'enfant. Cet enfant, je veux dire, il y a un moment donné où il est viable. Si vous faites une fausse couche à 5 mois, je crois, 5-6 mois, vous pouvez garder cet enfant. Donc il est viable. On tue un enfant viable. Je dis, mais au nom de quoi? Mais vraiment, au nom de quoi? Et je me suis dit, plus généralement, ce projet de loi raconte bien qui est Macron et qui est sa bande, enfin, à quoi ressemble sa bande. C'est-à-dire qu'il faut réifier les choses, les gens, c'est-à-dire les transformer en choses. Si vous réifiez les gens, à ce moment-là, vous pouvez réifier, vous pouvez objectiver, vous pouvez transformer le ventre d'une femme en tiroir-caisse. Vous pouvez dire, ben voilà, vous êtes pauvre, eh bien, vous allez pouvoir porter les enfants des autres, vous allez faire un enfant, puis vous allez vous débarrasser de cet enfant, vous allez l'abandonner à des gens qui vont l'acheter. C'est-à-dire aujourd'hui, des gens qui... Marc-Olivier Fogiel fait des livres pour expliquer comment ça s'est passé. C'est interdit. C'est illégal. C'est-à-dire, on nous dit, mais dans les banlieues, il y a les territoires perdus de la République. Mais c'est un territoire perdu de la République, mais chic et mondain, que d'acheter des enfants et de faire des livres en disant, j'ai acheté ces enfants, j'ai bien le droit, etc., etc. Je dis juste qu'il aurait très bien pu, avec son... je ne sais pas s'il est marié ou son compagnon, adopter un enfant. Je n'aurais rien à redire au fait qu'il adopte un enfant, lui et son compagnon. Ça ne me gênerait pas du tout. Mais cette façon de dire, on achète des enfants, on loue des utérus, je me dis, mais c'est une inhumanité que nous préparent ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, quand vous disiez, ah, mais vous attendez peut-être sur Maastricht, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que si vous réifiez les gens, si vous les transformez en choses, alors c'est formidable parce que vous allez détruire les peuples, les pays, les nations, les cultures, les subjectivités culturelles. Et puis, finalement, un enfant, c'est pas un être humain, c'est un projet. Donc vous n'êtes pas un homme et moi je suis pas un homme non plus. Si je suis un homme, c'est parce que c'est un projet pour moi. Si j'ai le projet d'être une femme, alors l'homme que je suis peut devenir une femme. Eh bien non, nous ne sommes pas que des projets. Bien sûr, nous sommes des projets, mais nous ne sommes pas que des projets. Et sûrement pas les enfants. Et donc, je me disais, mais regardez, là, on s'en va vers une espèce d'état universel dans lequel tout va se vendre, tout va se louer. Et c'est bien le projet, in fine, le projet de Macron, des Maastrichtiens, de tous ceux qui veulent une grande Europe libérale pour que cette grande Europe travaille à un état universel dans lequel la vérité du moment, ce sera Aldous Huxley, Le meilleur de monde, ou alors 1984 Orwell. Justement, de livre en livre, hein, vous expliquez que notre civilisation s'effondre. Certains observateurs retiennent seulement que vous mettez en cause l'islamisme, le multiculturalisme, mais en fait, vous dénoncez également l'effondrement moral de notre civilisation marchande. Est-ce que le principal péril pour notre civilisation ne vient pas justement de là plutôt que des menaces extérieures? Oui, mais ça, ce sont les crétins qui ne m'ont pas lu, et ils sont nombreux à avoir un avis sur moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Décadence, qui fait 600 pages. Et ça démarre avec Jésus, et ça se termine avec l'égorgement du père Hamel. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent que l'effondrement de la civilisation est dû à l'islam. Je dis très précisément qu'il est dû à un auteur que j'adore et qui est Lucrèce. Donc, je fais savoir que cette civilisation, elle commence à choir à partir du moment où Lucrèce prend le pouvoir d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire au moment de la Renaissance, et on aura par la suite une Renaissance qui va générer la philosophie des Lumières, qui elle-même va générer la Révolution française. Donc je ne suis pas de ceux qui disent « Ah là là, ma pauvre dame, c'est mai 68 qui est la cause de tous nos malheurs », ou de ceux qui diraient « Ah mais 1789 ou 1793 serait la cause de tous nos malheurs ». Je ne dis pas ça. D'ailleurs, je ne parle pas en termes de malheur. Je dis juste que si je fais la biographie d'un homme, il y a un moment donné où je dis il avait 98 ans, il est mort, ou il a 98 ans, il est en train de mourir, personne ne va dire que je suis un décliniste. Dire bah oui, c'est normal, il a 98 ans. Notre civilisation est un organisme vivant qui a 2000 ans et qui a montré des signes de faiblesse à partir d'un certain moment, qui pour moi est le moment de la Renaissance. On pourrait même s'entendre sur un moment même précédent. Moi, je pense même que la scolastique, dans la mesure où on est obligé de convoquer la raison pour présentifier Dieu,
Ça veut dire que Dieu n'est pas tellement en forme. Parce qu'autrement, il s'impose tout seul. On n'a pas besoin de dialectique, on n'a pas besoin de sophisme. Entre les Lumières et le fait et l'émergence de la raison, ce qui peut être aussi vu comme un progrès tout simplement de l'esprit critique, et une civilisation régie uniquement par la question du marché, du profit, il y a quand même une marge. Donc effectivement, vous avez un raisonnement historique puissant, mais là, est-ce qu'on n'est pas dans l'apogée d'une forme de décadence tout de même? Oui, mais je ne rends pas l'islam responsable de ça. Ah oui, bien sûr, aussi, ça, on est d'accord. Non, mais c'est ce que mais ils sont nombreux, je vous disais. Ils Peut-être même l'islam prospère sur notre propre décadence. Complètement. Je pense qu'il y a un très beau livre de Victor Segalen qui s'appelle Les Immémoriaux et qui fait l'analyse de la décadence d'une petite civilisation. Quand je dis petite, géographiquement, qui est celle des Marquises, des îles Marquises. Eh bien, Segalen dit quand les religieux, on dira, arrivent et débarquent, ce ne sont pas eux qui sont la cause de la disparition de cette civilisation. C'est que cette civilisation était déjà morte. Et à ce moment-là, effectivement, les missionnaires peuvent arriver. Et c'est exactement la même chose avec nous. L'islam n'est pas responsable de la décadence de notre civilisation, mais comme effectivement cette civilisation ne s'aime plus, l'islam peut progresser. Mais c'est pas du tout, en ce sens je me distingue complètement d'Éric Zemmour. Je ne crois pas d'ailleurs à la possibilité d'une restauration, au contraire de lui qui y croit. Mais je ne dis pas que l'islam va remplacer la civilisation judéo-chrétienne et que c'est une catastrophe, etc., etc. Moi j'ai une vision à plus long terme. C'est-à-dire que quand je pense les 1000 ans de notre civilisation, je pense les 1000 ans de la civilisation à venir, et la menace n'est pas musulmane, la menace elle est transhumaniste. C'est pourquoi j'ai choisi cette loi de l'interruption médicale de grossesse, enfin cette idée qu'on peut tuer des enfants dans le ventre de leur mère. Je dis, ça c'est très précisément le signe d'une civilisation transhumaniste. Un être n'existe pas comme être, il existe comme projet. Eh bien, c'est ça le transhumanisme. Donc, on peut vous changer, vous modifier, augmenter votre vie, choisir l'organe de l'un, prélever, etc., etc. Pour moi, la menace, c'est pas l'islam aujourd'hui. Enfin, si on veut penser à court terme et si on veut penser à la longueur des 5 mois qui nous séparent d'une présidentielle, si on veut. Mais mon travail n'est pas de penser à cette distance-là, c'est de penser en termes de 1000 ans, en disant mais quelle civilisation va prendre la place. Je pense que c'est Elon Musk qui est beaucoup plus à craindre que je ne sais quel musulman. Ben Laden, même si Ben Laden n'est plus là. Merci Michel Onfray, vous restez avec nous sur Sud Radio dans Toute Vérité. On se retrouve après une courte pause. Quel est le bilan européen d'Emmanuel Macron? Comment peut-on être souverainiste aujourd'hui? Les réponses de Michel Onfray après la pause dans En Toute Vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour avec vous sur Sud Radio pour faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. On va parler d'Europe parce que voilà, votre revue Front Populaire est une revue souverainiste revendiquée. Je voulais quand même échanger quelques mots avec vous sur la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise? Est-ce que Emmanuel Macron est dans un principe de précaution plutôt sain? Vous lui avez reproché tout à l'heure d'être dans une vision marchande de l'homme. Est-ce que là, finalement, il n'est pas dans un rôle de protection légitime? Ou est-ce que vous pensez qu'on a peut-être été trop loin? Vous parliez tout à l'heure d'Elon Musk, peut-être du poids des nouvelles technologies aussi. C'est d'un sujet qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui pourrait être dans cette nouvelle civilisation que vous décrivez. Est-ce qu'on n'a pas été aussi vers une société du contrôle, de la dématérialisation, avec cette histoire de QR code, de passe sanitaire? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là encore, on est dans une histoire de sage qui montre la lune et d'imbécile qui regarde le doigt, parce que les gens sont déjà victimes de ce système-là avec leur téléphone portable depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'ils nous disent « Oh là là, la surveillance ». Mais la surveillance, on est soi-même son propre policier, puisque les gens, quand ils se réveillent le matin, commencent à mettre en route leur téléphone portable. Et puis, ils vont passer leur journée avec leur téléphone portable. Ils regardent des infos, ils regardent ce que les copains leur ont envoyé ou les copines leur ont envoyé dans la nuit ou dans la soirée. Ils envoient eux-mêmes des informations, ils répondent, ils vont voir ceci, ils vont voir cela, ils achètent ceci, ils achètent cela, ils vont réserver un voyage, ils vont acheter un livre, ils vont acheter une place de cinéma, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on est les propres victimes de nous-mêmes et bourreaux de nous-mêmes en rentrant dans la danse, et moi le premier, mais moi je suis pas sur les réseaux sociaux, c'est toute la différence. Mais les gens photographient la cuisine qu'ils sont en train de faire, et encore ils photographient le marché, ils ont acheté des légumes, après ça ils vont photographier la cuisson, puis après ça ils vont faire l'ingestion, et puis après ça, mais éventuellement même la défécation. Enfin, tout le monde, j'ai vu des gens qui vomissent et qui sont en train de filmer ces trucs-là,
Donc les gens sont dans cette espèce d'obscénité d'eux-mêmes avec les réseaux sociaux, avec leur téléphone. Et puis là, ils nous disent, oh là là, le QR code, mais enfin, c'est Aldous Huxley, c'est quand même Ouais, mais 1984. après, le choisir délibérément et se le faire imposer, c'est pas tout à fait la même chose, non? Non, mais moi, je reste un républicain, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire une chose publique dans la société. On peut pas dire, moi, c'est mon caprice qui fait la loi. J'ai pas envie, je ne veux pas. Si je veux, quand Donc je on a veux, peut-être trouvé j'y ai bien quelque le droit. chose de positif chez Emmanuel Macron. Vous trouvez que sa Non, gestion... parce que Emmanuel Macron, pour moi, je le prends sur la longue durée. J'ai même déjà écrit un livre sur le Covid il y a 1 an, pour essayer de montrer que je suis sur un plateau de télévision un 26 janvier, il y a, je crois, plus de 2 ans. Enfin, et il y avait là un médecin qui nous disait ce sera une grippette. Il y avait là l'ineffable, j'oublie son nom, Jean-Michel Apathy, qui disait oui, de toute façon, Michel Onfray veut enfermer tout le monde, c'est un fasciste. Et puis je disais, excusez-moi, mais moi je vois ce qui se passe en Chine. Et si la Chine est en train de confiner une ville de plusieurs millions d'habitants, ils n'ont pas grand-chose à faire, les Chinois, il y a 1 million de morts en Chine. De toute façon, s'il y a 1 million de morts, personne ne le saura, ils ne le diront pas, personne ne le saura, etc. Je dis, mais moi, j'interprète cette information comme un signe de dangerosité. Et là, tout le monde a rigolé en disant, ouais, etc., etc. Là, on est en janvier. En mars, Emmanuel Macron nous dit encore que il est en terrasse de café avec sa femme, qu'il faut sortir, vivre normalement, aller au cinéma, aller au théâtre, etc. Et là, je dis, mais on est allé chercher, le premier boulot, on a envoyé des avions en disant, on va chercher nos expatriés. Donc, on est allé ramener le Covid, au cas où il aurait pris du temps pour venir. Après ça, les pilotes, qui étaient des pilotes de l'armée, qui ont effectué ces transbordements, on leur a dit, bah, maintenant, vous partez en permission. Donc allez-y, comme ça vous allez pouvoir contaminer les gens, qui eux-mêmes vont pouvoir contaminer les gens. Et après ça, continuez à prendre les avions, et puis là on a vu des avions chinois, 5 par jour qui arrivaient et qui débarquaient comme ça sans aucun problème. Moi je sais bien, pendant ce mois-là, je suis allé en Irlande, je suis allé au Liban, je suis allé à Montpellier, j'ai pris 3 fois l'avion. Et je n'ai été contrôlé nulle part. Et je voyais des vols en arrivée de Chine, etc., etc. Après ça, on nous dit, mais le masque, ça ne sert à rien. Tibet Ndiaye, qui a fait probablement des études supérieures, nous dit, mais je ne sais même pas comment ça se met, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, ça ne sert à rien, c'est inutile, etc. Mais là, on était dans le dogme. Il ne fallait pas fermer les frontières, puisque la frontière, c'est le fascisme, bien sûr. La frontière, c'est la nation, c'est le nationalisme c'est la guerre, selon la bêtise du catéchisme maastrichtien. C'est l'impérialisme, d'ailleurs, qui est la guerre, c'est pas le nationalisme. Le nationalisme, peut-être même le remède à l'impérialisme, si on veut rentrer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était effectivement, c'est un autre débat, mais le général de Gaulle et Churchill étaient plutôt nationalistes face à des gens qui étaient plutôt totalitaristes ou impérialistes. Adolf Hitler n'était pas nationaliste, il était impérialiste. Oui, tout à fait. Mais, parenthèse... je vous laisse finir sur le... Oui, donc je pense que Macron a mal géré pendant au moins 1 an. Et qu'ensuite, alors bon, vous vouliez tout à l'heure que je lui trouve des circonstances atténuantes, disons que je veux bien les lui donner dans la mesure où les scientifiques ont un peu tout dit et le contraire de tout. Et c'est un peu le problème aujourd'hui des télévisions d'information continue où il y a très peu d'informations contrairement à ce qu'on dit sur ces chaînes-là. Si vous regardez les infos à 14h, 15h, 16h, je ne sais quoi, vous avez un bulletin qui dure 2 minutes. C'est ça l'info qui est donnée. Et puis après, vous avez des éditorialistes, des éditocrates là, qui sont là en train de vous raconter les choses en vous disant il y a qu'à, il faudrait, on devrait, les gens qui disent toujours la même chose, donc certains sont pour le pass, d'autres sont tout à fait contre, et puis alors le lendemain on va les faire intervenir ces gens-là sur l'emballage de l'Arc de Triomphe, ils vont vous avoir un discours sur l'art contemporain, puis le surlendemain sur la chasse, faut-il fermer la chasse, etc. Et puis le jour d'après ça va être justement sur l'interruption médicale de grossesse, puis le jour d'après ça va être sur l'état de santé de la reine Elisabeth, etc. Et on se dit mais après ça sur le Covid, bah, vous avez tout et tout le monde. Vous avez des gens qui vous disent mais il faut ne vacciner personne. Après, non, il faut vacciner tout le monde. Le vaccin protège. Non, le vaccin ne protège pas. Donc c'est vrai que quand vous êtes chef d'État et qu'il faut trancher, comment est-ce que vous faites quand vous savez que l'opinion populaire est errante et qu'elle est surtout idéologique sur ce sujet-là ? Vous avez des Philippot qui sont dans la logique un peu complotiste. Il y a des gens qui vous disent « Ah, mais moi, je ne suis pas contre les vaccins, mais je suis contre le pass sanitaire. Moi, je suis pour la vaccination obligatoire. » Voilà, c'est pas compliqué. Et contre le pass sanitaire, de fait. En disant « Ben voilà, vous allez vous faire vacciner parce que c'est ainsi. Quoi. Ça s'appelle la santé publique. C'est une dimension républicaine de la santé publique. Ça n'a pas été le choix de Macron, qui était un choix du en même temps. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on ne va pas vous obliger à vous faire vacciner. Mais en revanche, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez
n'aurez pas de passe sanitaire, donc vous ne pourrez pas aller au cinéma, vous ne pourrez pas aller au restaurant. Oui, Donc il y a c'est une forme très d'hypocrisie. hypocrite, mais bien sûr, et c'est plutôt ça qui me gêne. Vous avez parlé tout à l'heure du dogme des frontières. On en revient à Maastricht, puisqu'on n'en avait pas parlé. Bon, pour vous, Emmanuel Macron est un nouvel avatar de l'élite maastrichtienne, en quelque sorte. Est-ce qu'on ne peut pas au moins lui reconnaître le mérite de l'assumer, contrairement à d'autres? Il a toujours dit qu'il était européiste, Emmanuel Macron. Oui, les autres aussi. Les autres aussi, C'était plus ambigu quand même. bon, ils sont plus malins, je veux dire, ou moins cyniques, je dirais. Ou peut-être plus cyniques pour le coup. Peut-être plus cynique Oui, pour parce le que coup. de fait, Hollande, Sarko, Chirac, Mitterrand depuis 83, c'est la même politique. C'est exactement la même politique. Alors il y en a qui sont sautillants comme Sarkozy, il y en a qui sont apathiques comme Hollande, il y en a qui sont cyniques et bifaces comme Macron, mais finalement c'est exactement la même logique. Et vous allez voir, ça va se passer encore comme ça. Moi je suis prêt à parier encore des caisses de champagne, et j'en ai gagné quelques-unes, à des copains leur disant mais moi je peux vous dire qui sera président de la République. Ah bon? Je disais, Et oui, donc ce sera là, vous un pariez candidat sur de qui? Maastricht. Sur Macron? Je pense que ce sera un candidat maastrichtien. Maastrichtien. C'est-à-dire que si c'est pas Macron, ce sera le candidat des Républicains. Et on aura soit Zemmour, soit Marine Le Pen comme méchant au deuxième tour. Au deuxième tour. Voilà. Mais vous êtes Front Populaire et nos revues souverainistes et vous-même, je crois, vous êtes pour une sortie pure et simple de Maastricht. Est-ce que aujourd'hui ça se défend? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'être souverainiste? Est-ce qu'il ne faut pas, comme ce sera très long à renégocier les traités et très compliqué, est-ce qu'il ne faut pas simplement s'extraire du droit européen? C'est d'ailleurs ce que proposent certains candidats comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen. On n'est plus dans la sortie, dans la rupture avec Maastricht, mais on est dans voilà, on prendra ce qui peut être utile et on rejettera le reste, comme le font d'ailleurs, hein, par exemple les Polonais, les Hongrois. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le modèle le plus efficace, plutôt que la rupture radicale? Non, je suis pas contre, bien sûr. C'est comme si un couple marié voulait divorcer en disant bon bah on divorce pas, mais chacun mène sa vie, chacun de son côté, on déménage, on va chacun de son coin. Le but est le même. Mais donc je suis pas contre ça. Je suis contre cette hypothèse. Je suis pour le retour à la souveraineté. Après ça, si on dit on oublie les traités, c'est une chose. Si on dit on dénonce ces traités, c'en est une autre. Si on dit on veut absolument signer des traités qui annulent les traités précédents, c'est encore autre chose. Moi, j'ai trouvé sidérant qu'on passe autant de temps à fabriquer le Brexit. Vraiment, ça aurait dû être beaucoup plus simple que ça. Et vous voyez aujourd'hui avec les pêcheurs français que ça n'a pas été franchement négocié et que c'est pas si clair que ça. Parce que justement, notre fameux Barnier, là, qui a absolument voulu que ça n'ait pas lieu et qui aujourd'hui est en train de trouver des défauts à l'Europe, enfin vraiment comme faux cul celui-là. Mais je trouve que la possibilité de dire recouvrons notre souveraineté. Après, vous avez raison, elle peut prendre des formes qui ne seraient pas forcément le Frexit. Moi, je défends le Frexit parce que je pense que c'est ce qui est le plus simple et le plus clair. Mais on peut commencer par faire ce que vous dites et puis laisser les autres négocier. Puisque vous savez que je crois que c'est Alain Minc qui avait dit, ou Attali, non, l'un des deux avait dit que le traité, je crois que c'est Attali, que le traité avait été fabriqué pour qu'on ne puisse pas sortir. Puisse pas en sortir, justement. La chose a été clairement dite. On dit voilà, on dénonce les contrats. Ça s'appelle des contrats synalagmatiques en matière de droit, c'est-à-dire un contrat qui se trouve dénoncé dès que l'un des deux le dénonce. Vous pouvez pas faire un couple si on a un des deux qui veut pas le faire. Eh bien, je pense que peu importe la forme, pourvu qu'on recouvre notre souveraineté. Merci Michel Onfray, vous restez avec nous sur Sud Radio dans Toute Vérité. Quelle alternative face à Emmanuel Macron? Zemmour est-il son meilleur opposant? Les réponses de Michel Onfray après la pause dans Toute Vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans En toute vérité sur Sud Radio avec Michel Onfray. Depuis le début, depuis 11h, où on essaie de faire un peu le bilan d'Emmanuel Macron. Reconnaissons que c'est un bilan assez à charge. Globalement négatif. Globalement négatif, mais essayons d'être un peu positif, pas sur Emmanuel Macron, mais essayons de penser peut-être la suite, parce qu'au départ, d'ailleurs, Front Populaire avait quand même la vocation d'être une revue participative, politique, susceptible de nourrir un projet d'avenir et pas seulement être dans le constat de ce qui ne va pas. Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? Là, on est à la veille de l'élection présidentielle. Comment vous allez peser dans cette élection à travers votre revue, par exemple? Alors d'abord, je pense qu'en abordant un certain nombre de sujets, j'ai la prétention de croire qu'on a fait un peu avancer les choses.
Quand on démarre avec Stéphane Simon la revue et qu'on dit qu'elle va être souverainiste, on se fait traiter de fasciste et de type d'extrême droite. Bernard-Henri Lévy dit même dans Le Point que je suis devenu Marcel Déat, c'est-à-dire que je suis un type qui porte l'uniforme nazi sur le front russe. Donc personne n'a trouvé ça inadmissible. Je veux dire, tout le monde a trouvé que c'était bienvenu de le dire ainsi. Même Jacques Julliard, qui a dit que c'était le retour des rouges-bruns. J'aime beaucoup parce que Jacques Julliard m'a longtemps couru après pour que je fasse des papiers sur Georges Sorel, qui était l'un des maîtres penseurs de Benito Mussolini. Il était quand même plutôt malvenu de me dire une chose pareille. Alors quand je l'ai vu il y a quelque temps au salon du livre de Nice, je fais ça parce que Franz-Olivier Gisbert me demande d'y aller, mais je ne fais pas de salon du livre en temps normal. Il est venu se confondre en excuses en me disant qu'il n'avait pas compris, que finalement c'était pas ça. Ben, je dis dites-le publiquement maintenant, après nous avoir traité de rouge-brun. Et donc le mot souverainiste ne semble plus une insulte. Cette saloperie, comme dit BHL dans son langage fleuri de philosophe, le souverainisme, cette saloperie. Eh bien, je me dis, si Bernard-Henri Lévy dit que le souverainisme est une saloperie, comme c'est une boussole qui indique toujours le Sud, Bernard-Henri Lévy, on se dit, ah, ça doit être quand même une chose intéressante, le souverainisme. Et maintenant, on commence à en parler. Même le chef de l'État se met à parler du souverainisme européen. Et il nous dit, puis le souverainisme français, c'est son en même temps, ça. La porte est ouverte avec le souverainisme européen, mais en même temps, elle est fermée avec le souverainisme français, ou l'inverse, comme on voudra. Je pense que le mot a cessé d'être une grossièreté, une insulte, et on commence à se dire, bon, finalement, avec le Covid, on a dit, on n'était pas capable de faire un vaccin, on n'était pas capable d'avoir des masques, on n'était pas capable d'avoir un hôpital à la hauteur. Si nous avions eu une souveraineté médicale, si nous avions eu une souveraineté... Bon, d'accord, très bien, donc on fait avancer les questions sémantiques. Et les questions sémantiques, comme vous le savez, c'est Gramsci qui nous le fait savoir, ce sont aussi des questions politiques. Nous travaillons par ailleurs un programme. C'est même pas qu'il est en cours, je suis en train de le relire, et il est vraiment participatif. C'est-à-dire que tout le monde y est allé de sa plume, en nous disant, sur ce sujet, moi je propose ceci, moi je propose cela. On a fait une espèce de tri, parce qu'il y avait des choses un peu extravagantes, du genre, on supprime les riches, et puis voilà, bon d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais, enfin c'est une plaisanterie évidemment. Et on va le publier. Donc on va publier ce programme. Au départ, la presse a dit Onfray va être candidat au présidentiel, c'est certain, c'est une revue qui prépare cette chose-là. J'ai dit non. On dit ouais, il a dit non, mais bon, ça veut dire qu'il pense oui. Il y a même jusqu'à Joseph Massescaron qui l'autre jour disait que il n'y avait pas de raison qu'on décompte le temps de parole de Zemmour parce qu'on ne décomptait pas mon propre temps de parole. Alors c'était chez Pascal Praud qui dit Michel Onfray n'est quand même pas candidat au présidentiel. Si, disait-il. Donc il y a des gens qui on a au moins un scoop, vous n'êtes pas candidat au présidentiel. Je l'ai beaucoup dit, 500 fois, et puis à un moment donné, on a fini. Et en voyant Éric Zemmour, qui est un autre intellect, vous vous dites pas que vous auriez pu y aller finalement? Au contraire, je me suis dit, voilà ce que j'ai évité. Voilà ce que j'ai évité, je suis très heureux de ça. Moi, je n'ai pas... Mon vrai plaisir, c'est d'être à mon bureau, de mettre des livres en fiche, de travailler, de faire des plans, d'écrire, etc. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu, ce que je suis en train de faire avec vous n'est pas ce qui me plaît le plus dans ma vie. Je suis un intellectuel malgré moi, d'une certaine manière. Je porte des idées auxquelles je crois, mais j'ai bien plus intérêt. Là, je finis un livre sur des artistes qu'on appelle les incohérents, des gens qui, au 19e siècle, entre 1882 et 1897, ont révolutionné l'art. Et tous les artistes contemporains du XXe siècle ont pillé ces gens-là. Et il se fait que 17 œuvres totalement originales de ces artistes-là ont été trouvées. Donc, on a quelques projets avec quelques amis sur ce sujet. Et j'ai bien plus plaisir à me demander comment Marcel Duchamp a pu connaître Jules Lévy, par exemple, ou Biot, qui est l'inventeur du monochrome en 1882. J'ai beaucoup plus plaisir à ça que de disserter une énième fois, je ne vous en fais pas le reproche, mais sur le doigt d'honneur d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous l'avez republié dans le Front Populaire. C'est pour ça que je vous ai interrogé sur d'autres choses dans d'autres médias. Bien sûr. Mais là, je pense que c'est intéressant à la veille de la présidentielle. Et donc, ce programme, vous allez le soumettre à des candidats? Non, bien sûr que non. On le soumet aux électeurs, plus qu'aux gens qui, de toute façon, ont la science infuse. Xavier Bertrand, il a la science infuse. Valérie Pécresse aussi. Je pense Emmanuel Zemmour, allais-je dire. Macron, il s'en moque éperdument. Quant à Éric Zemmour, il a lui aussi un projet qui n'est pas le nôtre. Justement, vous avez dit que vous étiez quand même... Vous vouliez voter pour lui à condition qu'il muscle son bras gauche. Voilà. Vous le pensez toujours? Voilà, je le pense toujours, et je pense toujours que c'est de l'ironie. C'est comme si je disais que ce serait bien que je n'exclurais pas de voter pour Mélenchon s'il musclait son bras droit.
Donc les gens comprendraient mieux l'ironie là. Et donc, simple parce qu'on le connaît mieux. Ah, mais Éric Mélenchon. Zemmour vient du chevènementiste, Oui, comme vous. oui. C'est pas exclu. À quelles conditions ce serait quoi muscler son bras gauche, par exemple? Alors, on en a parlé alors là, j'ai pas les mois en tête, je sais pas, 6, 7 mois, lui et moi. Et je lui ai dit sincèrement, parce que je le pensais à l'époque, que s'il y allait, s'il faisait un projet, il y aurait probablement un volet social. C'est quoi la question sociale chez Éric Zemmour? C'était rien pendant très longtemps. Donc je me suis dit, le jour où il sortira son projet social, eh ben, il faudra voir si effectivement il y a quelque chose qui répond aux soucis des gilets jaunes, aux soucis des gens les plus modestes, les plus simples, les ouvriers, le nouveau prolétariat, les jeunes qui sont prolétarisés, l'ubérisation qui est aujourd'hui la nouvelle condition du prolétaire. S'il y a quelque chose sur ce terrain-là, sur la question du travail, il faut repenser le travail. Moi, je suis pour que les gens qui veulent travailler beaucoup puissent travailler beaucoup. Moi, je travaille 10, 12 heures par jour parce que mon métier me plaît, et vous aussi. Et on a une satisfaction symbolique. Mon frère, il travaille dans une carrière à l'entretien du matériel. Il est diabétique, il va bientôt avoir 60 ans, il est épuisé, fatigué, et crevé. S'il pouvait partir à la retraite 5, 6 ans plus tôt, je trouverais ça très bien. Donc je serais pour une flexibilité du travail, hein, du temps de travail, plutôt que de dire c'est 60 ans pour tout le monde, c'est 67 ans pour tout le monde, ça ne veut rien dire. On doit pouvoir trouver quelque chose à l'heure où des Hamon nous disent qu'il faut un revenu universel, voire Gaspard Koenig, qui nous disent qu'il faut un revenu universel pour tout le monde. C'est ce que je trouve ridicule. Je ne vois pas pourquoi moi j'aurais droit à un revenu universel, je le refuserais. Je préfère que mon frère ait deux revenus, le mien et le sien, plutôt que tout le monde également. Donc si on doit pouvoir penser un revenu universel, au moins qu'il ne soit pas universel, mais qu'il aille aux gens qui n'ont plus envie de travailler parce qu'ils font des métiers épuisants ou je ne sais quoi. Et il faut repenser le travail dans cette configuration-là. Je ne pense pas que ce soit le cas d'Éric Zemmour, qui ne le pense pas sur ce terrain-là. J'ai beaucoup vu quelque chose qui ressemble à libérons le travail, mais en faveur des patrons, des entrepreneurs, ce qui est bien. Moi aussi, je suis pour que les petits entrepreneurs ne soient pas aussi ennuyés que ça par la bureaucratie, par la banque, bien sûr que je suis d'accord avec ça, mais il faut aussi l'avers de cette médaille en disant mais quid pour les petits, les simples, les sans grade, les employés, les femmes de ménage ou les gamins qui livrent des pizzas à 11 heures du soir, les travailleurs précaires. Et je me dis, s'il y avait quelque chose de gaulliste chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire qui réunissent. Chez Éric Zemmour. Pardon, chez Éric Zemmour. Ben, ça m'intéresserait. Et voilà. Alors après, Michel Onfray n'exclut pas de voter pour Zemmour. Puis après, c'est Michel Onfray a déjà voté pour Zemmour. Et puis après, la toile s'enflamme en disant... Ceci étant dit, effectivement, si on va voir son programme, effectivement, pour l'instant, il est resté sur des grandes thématiques sans aller dans le fond. Non, on a déjà pour vous, on a déjà vu. Oui, maintenant, vous excluez de voter. Bah oui, parce que moi, je ne veux pas voter pour un candidat de droite. C'est pas mon monde, ça, cette façon de dire il va falloir travailler plus. Il a quand même cité Henri Salvador, hein, le travail, c'est la santé. Moi, j'attendais autre chose sur la question de la refondation du travail, du temps de travail. Alors évidemment, je fais de l'humour, et il en faisait aussi, en disant le travail, c'est la santé, mais je ne peux pas entendre ça. Il y a quelque chose de cynique dans le fait de dire le travail, c'est la santé. Les gens qui font le ménage, je ne pense pas que ce soit la santé de faire de laver les ordures des autres dans les toilettes jusqu'à 67 ans. Je sais, c'est pas digne. Et donc, comme je pense c'est une façon de parler, comme il ne reviendra pas là-dessus et que sa vision du monde est plutôt orientée dans ce sens-là, bon ben voilà, moi j'ai de la sympathie pour lui amicalement. On s'est vu sur des plateaux de télévision, et en dehors des plateaux de télévision, on a une complicité intellectuelle, on a les mêmes, quand je dis les mêmes références, on a les mêmes lectures, pas forcément les mêmes engouements, mais on a, lui et moi, lu Taine, Bainville et quelques autres, et on peut en disserter, et on peut en discuter. Sur l'art contemporain, il me dit des choses à côté de la plaque, par exemple. Ah oui. Vous êtes féru d'art contemporain? Oui, bien sûr, oui. Et par exemple, vous voyez, j'ai fait une vingtaine de livres concernant l'art contemporain, notamment des livres avec des artistes vivants. Je pense à Valerio Adami, il y avait mon ami... Oui, mais il y a différents arts contemporains. Il y a l'art contemporain très médiatisé et un art contemporain qu'on connaît peut-être pas. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement... D'où le travail qu'il faut faire.
en disant le problème, c'est pas aimer ou ne pas aimer l'art contemporain, ce que fait un peu Luc Ferry, il n'aime pas. Voilà. Mais c'est dans l'art contemporain, est-ce que je peux aimer ceci, ne pas aimer cela, et pour quelle raison? Ça, c'est tout à fait autre chose. Et sur le plateau de Christine Kelly, il avait commencé à disserter sur l'art contemporain. Je lui ai dit qu'il disait quelques sottises. Il m'a dit que non. Puis j'ai repris. Puis à un moment donné, il dit oui, c'est vrai. Je suis pas très au point là-dessus. Et bien sûr, bon, il avait reconnu qu'il valait mieux ne pas y aller. Donc il y a plaisir au débat intellectuel avec lui. Mais bon, il est dans une logique assez bonapartiste de l'homme providentiel. Moi, je suis sur une logique très libertaire, très proudhonienne, du peuple providentiel. Ça fait une différence majeure. Donc l'homme providentiel dit le travail c'est la santé, il va falloir bosser jusqu'à 67 ans. Et moi je dis... 64 je crois, mais... Oui, 64, oui, mais vous avez raison de repréciser. Et là-dessus, non, je ne suis pas d'accord. Non, on ne s'entendra pas. Donc que Libé, Le Monde se rassure, France Inter, il ne musclera pas son bras gauche, je retire mon sourire voltairien. Michel Onfray ne sera pas ministre d'Éric Zemmour. Voilà. On va finir là-dessus. Je suis désolé, Michel Onfray. Merci d'être venu En toute vérité et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.